Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, je vous propose de poursuivre votre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Il résume ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Protégé par son identité multiple, naturiste et militaire, le Levant est aussi une réserve naturelle dotée d'un patrimoine exceptionnel. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule. Puis de séjour en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Michel Guinard. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes propriétaire du Bazar de Lille. Vous avez découvert le Levant en 1980, amené ici par celui qui deviendra votre conjoint, Bertie, qui vous a précédé en tant que propriétaire du Bazar. À l'époque, vous êtes encore étudiant et vous résidez chez vos parents à Paris. À partir de cette époque, le Levant devient le lieu de vos vacances. En 1995, Bertie achète une maison sur l'île, puis le Bazar en 1997. Vous poursuivez votre vie professionnelle à Paris d'abord en tant qu'artisan encadreur, puis comme cadre commercial jusqu'en 2005, si je ne me trompe pas, année où vous décidez de rejoindre Bertie au Levant. Avant de parler de votre découverte de l'île et de votre lien avec celle-ci, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots d'où vous venez ? Où et dans quel environnement vous avez grandi et à quoi ont ressemblé votre enfance et votre adolescence ? Alors, je suis issu d'une famille bourgeoise, traditionnaliste, désargentée. Mon père était cadre de banque, cadre supérieur, a fait sa carrière à l'international parce qu'il était attiré par le monde et très ouvert sur les autres. C'est un homme qui a eu son bac à 15 ans, qui rentrait chez les Dominicains, et qui s'est rendu compte que c'était pas sa vocation vraiment en fait. Et il s'est marié avec ma mère, a eu 5 enfants, Oui. et nous a amenés à voyager à travers le monde entier, enfin essentiellement l'Algérie, le Togo, le Nigeria, l'Iran, l'Égypte, Oui. la Grande-Bretagne. Donc on a vu beaucoup de monde, beaucoup d'endroits, et on a toujours été dans les écoles locales, parce que mon père pensait que c'était important pour nous de nous mélanger avec les gens. Voilà, ce qui nous a donné une ouverture d'esprit particulière. Tout ça avec un exemple de la part de mes parents d'une charité bien ordonnée, c'est-à-dire c'était quelque chose toujours discret mais fait avec cœur et intelligence. Je n'ai jamais eu de leçon de catéchisme. Oui, je voulais. Néanmoins, oui. je suis chrétien, Oui. vraiment fondamentalement chrétien, et c'est ma religion, enfin ma foi plus exactement, qui tend mon existence. Mais c'est pas un héritage familial. C'est un héritage familial, Oui. mais c'est un héritage familial que j'ai modelé à ma façon. Mon père me disait, tu te fais ta propre religion. Il avait sûrement raison. Mais étant homosexuel, puisque je vis avec un homme, je suis même marié avec un homme, Oui. c'était très compliqué pour moi. Et donc, la religion m'a questionné beaucoup. Oui. Et j'en ai fait j'ai réfléchi sur ce que l'homme avait fait de la religion, et je pense qu'il y a une grosse part qui a été écrite par l'homme pour faire peur, pour prendre le pouvoir. Mais je suis fondamentalement croyant, je suis persuadé que Dieu existe. J'ai modelé ma foi à partir de ce que j'étais et de ce que j'ai, comme nous tous, le catholicisme évolue, je pense.
Et étant homosexuel, je ne pouvais pas accepter tous les préceptes qui étaient indiqués dans la religion catholique. Nos parents ne nous ont jamais envoyés au catéchisme. Nous avons été éduqués par l'exemple. Voilà. Et ça, en fait, il y a une grande ouverture d'esprit quelque part. Oui, mais ça se sent et c'est, je trouve... Alors, on ne va pas parler de paradoxe pour ne pas tomber dans des clichés non plus, mais on sent quand même que vous avez vécu, et vous l'avez dit, dans une famille à la fois classique, bourgeoise. Vous avez vous-même dit le terme désargenté, très ouverte d'esprit. Ça résume donc assez bien l'esprit dans lequel vous avez grandi, avec des valeurs chrétiennes, pas forcément une éducation chrétienne catholique, mais des valeurs chrétiennes, si je comprends bien. Alors, on allait à la messe tous les dimanches. Oui, quand même. On faisait le carême. J'ai une sœur qui est religieuse, qui a d'abord été sœur de Nazareth, un ordre ignatien. Ça a été le premier ordre féminin installé au Moyen-Orient. Avec un grand recrutement avec des sœurs libanaises, israéliennes. Donc pareil, toujours cette espèce d'ouverture sur l'extérieur. Et c'était un ordre malheureusement qui est un peu vieillissant et les communautés étaient très restreintes. Et ma sœur ne trouvait pas tout à fait ce qu'elle cherchait en fait dans sa vie de religieuse. Et elle a opté pour devenir trappistine. Et elle est trappistine à l'heure actuelle à Val Serena. À côté de Pise. D'accord. Elle a une sœur jumelle qui, elle, a eu 7 enfants. Donc, c'est vraiment, ils ne sont pas nés le même jour. Mais voilà. Des parcours bien différents. Voilà. Vous rencontrez Michel Berti à Paris en 1979. Exactement, j'avais 19 ans. Vous avez 19 ans, c'est ça, une petite vingtaine d'années. Vous êtes étudiant. Berti, qui connaît le Levant depuis 1971, vous y emmène pour la première fois en 1980. Vous ne connaissez pas l'endroit, sinon de nom. Jusqu'alors, quelle était votre vision de cette île? Quelle image vous en aviez ou vous en avait-on donné? Alors, je ne connaissais pas du tout cette île, à dire vrai. C'est Berti qui m'en a parlé, mon mari, qui a été mon compagnon avant. Oui. Et lorsqu'il m'a expliqué que c'était un endroit naturiste, j'étais un peu affolé à l'idée de devoir être nu. Et il m'a dit, t'inquiète pas, tu verras, ça se passera très bien. Et on est arrivé à la mi-juin 80. Oui. Chez Monsieur et Mme Claver, aux îles d'Or, et au Soleil d'Or, pardon. Un bâtiment qui aujourd'hui est à l'abandon. Oui. Et je me rappelle, il y avait les premiers Levantins, enfin ça me semblait des personnes complètement cacochimes, qui se promenaient sur les corniches avec des béquilles tripodes, qui avaient le dos avec la peau complètement plissée, tellement elles s'étaient mises au soleil. Et je me suis dit, mais elles sont nues et elles te regardent parce que tu es habillé sur la corniche, déshabille-toi et ça ira beaucoup mieux. Et en fait, c'est arrivé très simplement. Très naturellement, très naturellement. Vous avez tombé les très vêtements. Naturellement, oui. Parce qu'en fait, l'endroit est fait pour ça. Oui. C'était pas mon idéal de départ. Ouais. Ça a été l'idéal de mon mari, par contre. Mais ça ne m'a jamais vraiment posé de problème. Vous êtes senti immédiatement en confiance pour le faire? Je me suis senti en confiance et le Levant avait une dimension qu'on doit lui rendre. Nous, homosexuels, il y avait une tolérance énorme. C'est le seul endroit où personne ne regardait un couple de garçons de travers. On se tenait bien, il n'y avait pas de problème. Mais globalement, on était acceptés. Et pour vous, jeune, du coup, là, vous dites, vous avez 19 ans, peut-être en pleine découverte, ou peut-être que si vous avez été plus précoce de la sexualité, peut-être c'est aussi un endroit dans lequel vous vous êtes senti bien et peut-être vous avez pu exprimer plus librement. Alors, c'est-à-dire, à Paris, ma sexualité, je l'assumais depuis un certain temps. Oui. Mais à Paris, le milieu homosexuel était un milieu plutôt fermé. C'était mal vu. Enfin, d'ailleurs, je ne suis pas convaincu que ce soit nécessairement bien vu de tout le monde aujourd'hui. Et au Levant, on pouvait louer un appartement pour deux en étant sans avoir un regard du loueur ou de la loueuse ou du logeur ou de la logeuse. Oui. On allait au restaurant, on réservait une table pour deux, les gens rigolaient pas, il n'y avait pas de sourire en coin, c'était normal. Et vous qui avez grandi dans un milieu plutôt traditionnel, est-ce qu'on pourrait le qualifier de puritain ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nos parents nous ont... Il n'y a jamais eu la question, papa et maman, comment ça fonctionne. La question de la nudité n'était pas... Alors, mes parents étaient pudiques. Oui.
Dans ma famille, il y avait des gens qui étaient extrêmement pudiques. J'ai jamais vu mes parents nus. Il a fallu que j'attende qu'ils soient très vieux et que je sois obligé de m'en occuper pour le voir. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles on voit pas ses parents nus. Mais globalement, non, il n'y avait pas... et en plus, j'ai habité en Afrique où les gens étaient nus. Les pêcheurs étaient nus. Enfin, il y avait des gens nus partout. Donc, voir un homme ou une femme nue, ça n'avait rien de sensationnel ou d'extraordinaire pour moi, dans l'absolu. C'était l'idée d'être nu où on m'avait expliqué qu'il fallait s'habiller, et l'idée de faire mon service militaire où je me disais on va être tous sous la douche tout nus, comment je vais faire, mais on se fait un monde de choses que l'on ne connaît pas en fait. Oui, et une fois qu'on y est... Non, c'est naturel, il n'y avait rien de forcé. Au Levant, rien n'est forcé. On est en 1980, au-delà de cette expérience naturiste, quelles sont vos premières impressions quand vous arrivez sur cette île? Est-ce que vous avez un souvenir, des émotions J'ai eu un genre de choc parce que, enfant, j'ai habité en Algérie, tout petit, et j'ai eu un sentiment de retourner sur un endroit où j'étais enfant. Et ici, il y a un certain nombre de pieds noirs qui sont très attachés au Levant à cause de ça. Il y a une espèce de relance des pays... enfin, moi, c'était en Algérie. J'ai eu ce sentiment-là. C'est peut-être idiot, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y avait surtout ce côté... On prend un bateau pendant une demi-heure et on se retrouve à l'autre bout du monde. Il n'y avait pas d'enseigne publicitaire. À l'époque, il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité. On était éclairé au gaz, comme en Afrique du Nord. Comme au nord du Togo, par exemple, ou au nord du Nigeria, où il n'y avait pas l'électricité non plus. Et c'était un retour à l'enfance ou à l'adolescence, quelque part. Ça me plaisait beaucoup. Et puis, il y avait ce côté île, Robinson au milieu de nulle part. Une sorte de cocon, un petit peu. Oui, absolument. Ouais, quelque chose de douillet dans lequel vous vous êtes senti bien. Et puis, je trouve que cette île, je ne sais pas comment vous l'avez perçue, a quelque chose de très spirituel. Il y a un sens à la vie pour moi ici. La nature est belle, généreuse, elle est rude parfois, mais c'est un endroit où on a envie de prier, pour certains de méditer, puisque la prière n'a pas le même sens pour tout le monde. Et pour moi, alors c'est ridicule de dire ça, mais c'est une preuve de l'existence de Dieu. C'est bizarre, hein? Oui, vous voulez dire cet environnement naturel. Cet environnement naturel, pour moi, ne peut pas être quelque chose de gratuit et arriver par hasard. Mais bon, ça n'engage que moi. Non, mais je comprends complètement ce que vous exprimez. Donc voilà, vous décrivez Michel comme un chrétien convaincu, on l'a bien entendu. Il y a donc peut-être aussi une forme de connexion profonde, enfin peut-être que vous ne ressentez pas immédiatement, quand vous dites que le Levant est un lieu hautement spirituel, peut-être que ça vous l'avez expérimenté au fil du temps, ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment rapidement... Très très vite, je me suis rendu compte que c'était un endroit où la nature était préservée et où on avait la nature telle qu'elle avait été conçue quelque part. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le Levant a beaucoup évolué aujourd'hui par rapport à ce que nous avons connu. Le Levant de 1980 était sûrement différent de celui des d'Urville, hein. Il n'y a pas de problème, mais il y avait encore très peu comme il n'y avait pas d'électricité, les constructions étaient beaucoup plus simples, et on était beaucoup plus proche de l'article fondateur du Levant, de l'article qui est l'article numéro 1 du cahier des charges d'Héliopolis. Oui, on va y revenir à cet article. J'aimerais qu'on reprenne sur les éléments de votre parcours. Donc Bertie, qui connaît déjà bien l'île, vous permet de vous y intégrer rapidement, ou de nouer des amitiés rapidement? Alors, comment ça se passe? À l'époque, on y allait, on était tous les deux ensemble. Oui, en vacances. C'était notre endroit. D'accord. On ne cherchait pas à rencontrer qui que ce soit. On se baignait au moins juste en dessous de chez nous. Oui. On allait se baigner à la galère, on allait se baigner aux grottes. Oui. Mais on restait entre nous. C'était vraiment nos vacances d'amoureux. Vous logiez toujours au même endroit? Toujours au même endroit, dans le même bungalow. Oui, donc c'était votre lieu de vacances. Vous y passiez une quinzaine de jours, c'est 15 ça? 15 jours, 2 semaines. Ouais. Donc les vacances magiques et bénies. Les vacances magiques et bénies, exactement. Comment ensuite s'inscrit le Levant dans votre vie étudiante et professionnelle? Uniquement en tant que lieu de vacances? Moi, j'ai été séduit très très vite par le Levant, et très vite j'avais envie qu'on ait un espace à nous. Oui. Parce que le problème, lorsque vous louez, vous n'êtes pas dans vos murs. Oui. Et on cherchait ce que cherchent tous les gens qui tombent amoureux du Levant, la petite maison d'une pièce où on pouvait mettre
nos affaires personnelles, être dans notre lit, voilà. Très rapidement, ça Très très rapidement. Vous seriez identifié après 80, comment ça... En 85, j'avais 25 ans, oui. C'est un projet de vie. C'était un projet, et mon mari, lui, venait de faire construire une maison, donc il n'était pas vraisemblablement prêt à ça. Et en tant qu'artisan, je n'avais pas les moyens limités, donc c'était un projet de vie, c'était un rêve plus qu'un projet, c'était une résidence secondaire dont il s'agissait. Hein. Et on l'a réalisé en fait en 1995. Oui. Et c'est la maison qu'on a achetée ensemble au Levant. Bertie, on est largement plus propriétaire que moi, on n'a pas les mêmes revenus, les mêmes ressources. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit ensemble. On a acheté quelque chose de beaucoup plus gros que ce que l'on avait prévu, en fait. Parce que c'était une opportunité, c'était une maison qui a été vendue sans vue, parce que la personne qui était là s'appelait Jean-Albert Fouex. C'est quelqu'un qui est assez connu au Levant, qui a publié beaucoup dans les revues naturistes, mais qui est tombé malade et qui n'avait plus entretenu cette maison depuis un certain temps, et les arbres avaient beaucoup poussé, et la vue avait été complètement bouchée. En fait, de notre maison, on voit depuis le Lavandou jusqu'au large. C'est-à-dire, on voit le Lavandou, le Cap Bénat, Hyères, la presqu'île de Gien, Porquerolles, et la Gabinière et le large. Donc, on a une vue assez époustouflante, comme beaucoup de gens au Levant. On a la chance d'avoir une maison qui est dans un creux, donc peu de gens nous voient. Et de chez nous, on voit très peu de maisons. Et elle est suffisamment basse sur l'île pour qu'on entende le ressac lorsqu'il y a un peu de tempête ou un peu de vent. Vous nous faites donc rêver, c'est le rêve. Donc vous avez attendu un petit peu, mais ça valait la peine. On a attendu un petit peu, mais ça valait la peine, absolument. Donc à partir de 95, l'acquisition de cette maison, est-ce qu'elle... Dans ma question, il y a sûrement la réponse, mais est-ce qu'elle marque une plus grande régularité dans vos séjours levantins ? Alors, elle marque une telle plus grande régularité que mon mari a décidé de vendre son officine. Ah, son officine, parce qu'il exerçait... Il est pharmacien. Il est pharmacien, d'accord. Et il est venu s'installer avec son associé au Bazar. Oui. Il en avait assez du système pharmaceutique qui lui plaisait plus. Lui est pharmacien, fils de pharmacien et petit-fils de pharmacien. Donc c'était quelque chose... Mais c'était des industriels plutôt, lui avait une officine. Et ils se sont installés au Bazar. En 97. En 97, ils ont repris le Bazar à Pierre et Suzanne Druillard. Pierre Druillard étant le fils du fondateur. Pas vraiment le fondateur, puisque la fondatrice était Mme Vincent, elle l'a tenu pendant 1 an. Mais enfin, ils l'ont racheté en 1932, ce Bazar. D'accord, c'est une très vieille enseigne. C'est une très vieille enseigne. Oui. C'est un des plus vieux commerces de l'île. Oui. Qui à l'origine était un vrai bazar, et lorsque Bertie l'a racheté, tous les commerces du Levant étaient fermés, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien. Donc il a essayé d'en faire avec son associé un espace de vie. Oui. Donc, dans lequel on trouvait quoi à l'époque ? De tout. Et le principe, c'est au bazar, rien n'est rare. Oui, j'ai ça, vu. C'est le slogan, c'est pas de chez le slogan. nous. Hein. Non, mais je l'ai vu en arrivant. Alors, c'est plus tout à fait vrai, mais globalement, on trouvait des clous, du vin, de l'électroménager, du gaz, de l'alimentation, des aiguilles à tricoter, j'ai encore ça d'ailleurs, des crochets, du fil à tricoter, enfin, il y avait de tout. Il y avait de tout. De tout. De votre côté, vous poursuivez votre vie professionnelle à Paris. Je trouvais que j'étais trop jeune pour m'installer au Levant. Oui. Mon mari me l'a proposé et j'avais à l'époque, donc c'était en 97, j'avais 37 ans. Oui. Je trouvais que c'était un peu jeune, j'avais peur de m'enterrer dans cet endroit. Une sage décision du coup, parce que là peut-être, est-ce que votre cœur vous fait pencher, enfin, est-ce qu'il y a eu une indécision sur la question ? Non, il n'y a pas eu d'indécision. Non, il n'y a pas eu d'indécision. Moi, j'adore le Levant, mais j'aime beaucoup Paris. Oui. Et j'avais pas vraiment envie de m'installer. Pour moi, c'était un peu gâcher mon lieu de vacances. Oui, je comprends. Mais en même temps, Bertie n'a pas le même âge que moi, et j'ai compris qu'ils prennent cette décision. Donc on se voyait tous les 10 jours, 15 jours. Si c'est pas trop indiscret, comment vous arriviez à concilier votre vie de couple et professionnelle entre Paris et le Levant ? Alors, c'était un peu compliqué. Entre 97 et 2000, on se voyait à peu près tous les 15 jours. Oui. Et je prenais mes vacances ici. Et Bertie prenait des vacances en hiver, donc on se voyait à ce moment-là. Et on a eu la chance d'avoir les RTT, je crois que c'était en 2000. Oui. Et donc j'avais beaucoup plus de vacances, ce qui me permettait de faire la saison
Du 15 juillet au 20 août, j'aidais mon époux. Oui. Et après, j'avais beaucoup plus de vacances en fait. Je passais toutes mes vacances ici. Et on se voyait tous les 15 jours. Mhm. Et en 2007, vous sautez 2005, le pas. En 2005, vous sautez le pas. On s'est paxé en 2004. Oui. Et en 2005, Bertie, son associé, lui avait vendu ses parts. Et Bertie me dit, le bazar est trop lourd pour moi tout seul, donc je vais vendre la partie bazar et je vais garder les locations. Et je lui dis, moi je veux bien t'acheter la partie bazar à partir du moment où on ne travaille pas ensemble. On a chacun... C'était une condition. Je crois que c'est difficile de travailler en couple dans la même entreprise, surtout qu'on a tous les deux des caractères bien trempés. J'ai un très très mauvais caractère, malheureusement. Grand mal m'en face d'ailleurs. C'est une de mes grosses stars. Vous le cachez bien en tout cas, au premier abord. Je ne le cache pas toujours, malheureusement. C'est très malheureusement. Mais bon. C'est comme ça. Et donc vous prenez sa suite. Alors je prends sa suite dans un premier temps et je professionnalise la partie dépannage en hiver. Parce que Bertie avait un petit réfrigérateur, il achetait chez un grossiste ou un semi-grossiste 3 plaquettes de beurre, 2 tranches de jambon, et puis les gens avaient besoin, ils sortaient ça de son frigidaire. Moi, j'envisageais pas ça de cette façon-là, donc on a acheté un petit réfrigérateur où les choses étaient mieux présentées, et j'ai passé un contrat de distribution simple avec Casino, Corner. C'est un système qui est prévu par Casino pour les pétroliers, pour les stations de sport d'hiver. Mm-hmm. La condition était de faire moins de 20% de chiffre d'affaires en épicerie, ce qui était le cas. Et en 2000, donc j'ai racheté en 2007, entre 2005 et 2007, j'ai travaillé avec Bertie. Oui. En 2007, j'ai vraiment racheté son fonds de commerce pour le bazar. Et c'est là que j'ai professionnalisé l'offre. Oui. Et en 2009, l'épicier institutionnel, qui était sur la place Village, a fermé son établissement en septembre, et il n'y avait plus d'épicerie à proprement parler. Parce que nous, c'était vraiment un point de dépannage. On vendait 4 paquets de gâteaux. Oui, on ne pouvait pas s'alimenter chez... Oui. Et heureusement, j'ai déjà un pied avec Casino qui m'ont permis d'avoir une enseigne Vival. Et j'ai acheté des rayonnages, du matériel, et j'ai créé une épicerie de toutes pièces. Vous étiez le seul magasin d'alimentation J'ai été le seul épicier jusqu'en 2013. Vous dites jusqu'en 2013 parce que depuis 2013, il y a une Alors autre... en 2013, l'épicerie qui normalement, sur le cahier des charges, n'aurait pas dû rouvrir, a rouvert, mais bon, sur les histoires du levant, donc il a rouvert. Et bon, ça a été un peu compliqué quand même pour moi, parce que j'étais organisé un peu pour être le seul épicier. Bien sûr, oui. Il y avait des investissements qui avaient été faits, mais c'est la vie, il faut faire avec. Et cette épicerie a été rachetée l'an dernier par 2 jeunes confrères que j'aime beaucoup, avec qui on s'entend bien, qui s'appellent les Bibi, oui. Et qui reprennent quelque part le flambeau. Mon mari a 76 ans, j'en ai 62, donc il est normal que je lève le pied. Et j'ai pas envie de voir péricliter 2 épiceries à la fois. Mm-hmm. Donc je laisse un peu Vous laissez un peu la place. Mais aujourd'hui, il y a de la place pour les 2. Il n'y a pas de place pour 2 épiceries. Non. C'est pour ça que j'ai laissé ces 2 charmants garçons vendre les légumes. Parce qu'il n'y a pas la place pour 2 personnes. Du coup, vous, dans une bonne entente, vous complétez. On est en excellente entente. Oui. Aux dames de certaines personnes, mais on est dans un village, vous savez, les gens aiment bien les tensions. Sinon, c'est pas drôle. On s'entend très bien, on s'entraide d'ailleurs. Oui. Là, il y a une tension sur l'eau, par exemple, ils m'ont dépanné en eau. Et non, je suis très content d'avoir ces confrères qui ont pris la relève gentiment, et je leur souhaite bon vent. Et cette activité, j'imagine qu'elle vous a permis de connaître très très bien les Levantins. Enfin, est-ce que avant votre installation, déjà, vous aviez certainement sympathisé un peu plus que les premières années cocooning avec Bertie sur votre île. Il y a deux types de catégories de population. Oui. Il y a les vacanciers et les propriétaires. Oui. Ça, c'est très net. Et les propriétaires feraient rarement avec les vacanciers. C'est très très rare. Mais ils côtoient le bazar. Pardon ? Il côtoie le bazar. Il côtoyait le bazar, ça c'est tout à fait vrai. Et il y avait une tradition, lorsqu'on a acheté le bazar, lorsque Bertie a acheté le bazar,
À l'époque, il y avait un ancien syndic, Philippe Fourneau, Oui, qui a quand même marqué l'île énormément, vous avez dû en entendre oui, parler beaucoup, beaucoup. qui était un homme extrêmement intelligent, brillant et fédérateur, et qui avait à cœur d'inviter les gens, les nouveaux, et d'essayer de les présenter aux anciens. Ce qui fait que nous également, pendant des années, lorsqu'un nouveau Levantin arrivait, on l'invitait en signe de bienvenue. Et on connaissait effectivement tout le monde. Quand vous dites on connaissait, ça veut dire que c'est plus le cas? Alors, aujourd'hui, c'est différent. D'abord, je ne suis plus le seul épicier, Oui, donc je ne suis plus un point de passage obligé. Le vent change beaucoup ces temps-ci, parce qu'il y a eu un renouvellement de génération. oui. Beaucoup de maisons ont été vendues. Les prix sont quand même relativement élevés. Autrefois, les maisons étaient vendues à des naturistes qui les achetaient pour eux. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent pour y louer. passer 15 jours, mais pour louer. Et ils louent souvent sur Airbnb. Et on a un passage qui est un peu différent de ce que l'on avait autrefois. Moins de fidèles. Ce sont des gens qui viennent pour 2 jours, donc ils viennent un peu comme on vient dans un zoo, pour certains, enfin je ne peux pas généraliser. Et puis de toute façon, aujourd'hui, la clientèle jeune est moins fidèle que la clientèle ancienne. Nous, mon fond de clientèle, c'était des gens qui étaient là depuis toujours, qui avaient connu le Levant sans électricité et qui avaient eu l'habitude de faire leurs courses dans les commerces du Levant. J'avais ma plus vieille cliente qui devait avoir 92 ou 93 ans et qui est décédée en 2019, faisait toutes ses courses chez moi. Oui. Été comme hiver. Oui. Donc c'était des gens qui avaient vraiment l'habitude. Ils ne se posaient pas la question d'aller sur Amazon ou de... Aujourd'hui, les gens voient de l'électroménager, voient un appareil, prennent en photo et le commandent sur Amazon devant moi parfois. Oui. Il faut faire avec. Les habitudes de consommation ont changé aussi. Absolument, il faut faire avec. Néanmoins, on est sur une île et les Levantins auront toujours besoin, pas du bazar nécessairement, je me fais guère d'illusions, mais auront besoin d'un commerce de proximité. Parce que la livraison de frais est impossible. Les vedettes ne veulent pas livrer du frais qui n'est pas accompagné. Parce que si la chaîne du froid est rompue, ils en sont responsables. Si le particulier transporte dans son caddie des steaks congelés, l'hygiène n'ira jamais regarder. Par contre, ce que les vedettes transportent, l'hygiène peut regarder, et c'est le transporteur qui est responsable. Donc ils ne veulent plus livrer de frais sans accompagnateur. Et il faut bien que les nouveaux propriétaires se disent qu'il faut qu'ils fassent attention à leur commerce de proximité, parce qu'il est beaucoup plus précieux qu'ils ne peuvent l'imaginer. Certainement. Parce que le jour où il n'y aura plus de commerce de proximité, ils n'auront plus de personnes qui feront de longs séjours. Parce que les gens achètent au jour le jour. Ils n'arrivent pas avec un caddie pour 3 semaines. Et leur plaisir, c'est tiens, ce soir, on va se faire 2 tomates. C'est vraiment, ça fait partie pour eux des vacances. Et vous avez vu, mon commerce ne ressemble à rien, il ressemble à tout. Le commerce pour moi de mon enfance, c'est un commerce des îles. Oui. C'est un Vival. Normalement, je devrais avoir un code jaune-vert. Les plafonds devraient être blancs, droits. Des caissons lumineux d'un certain format. Il n'y a rien de tout ça. J'ai encore des seaux, des martinets, des seaux, des arrosoirs, des paillassons et je sais pas quoi accrochés au plafond. Parce que moi, ça me rappelle mon enfance. Et puis, quelque part, je pense que c'est charmant pour les gens d'être vraiment dépaysés. Oui, probablement. Qu'est-ce qui se vend le plus chez vous, Michel? L'eau. On n'a pas d'eau potable au robinet. Oui. Et malheureusement, c'est l'eau. Et on se passerait qui est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que on a énormément de manipulations sur cette eau. Elle coûte très cher parce qu'elle coûte cher à transporter par la voie maritime, mais également par la voie terrestre et à nouveau par la voie terrestre pour être relivrée. Et en fait, ce que l'on vend, c'est un service plus qu'un produit lorsqu'on vend de l'eau. Il faut savoir qu'un pack d'eau coûte près de 5 € aujourd'hui, ce qui est très cher, sachant qu'en grande surface, on doit le trouver à 1,20 € ou quelque chose comme ça. Mais on gagne, malheureusement, la marge, elle n'est pas pour nous, elle est pour le transporteur et elle est pour payer les ouvriers. Les acheminements. Oui, tout à fait. Et en dehors de l'eau? En dehors de l'eau, de tout. On vend un peu de tout, beaucoup. Rien n'est rare au bazar.
Aujourd'hui, vous vivez à l'année au Levant. Est-ce que c'est important pour vous de couper de temps en temps avec l'île, de trouver un équilibre ailleurs, ou est-ce que vous pourriez vivre ici à l'année ? Nous avons vécu quasiment à l'année ici. On n'a jamais vraiment vécu à l'année, c'est-à-dire que mon mari a une propriété dans l'Essonne qui est sur une propriété familiale. C'est une famille de 7 enfants. Et cette propriété, les 7 enfants en sont copropriétaires. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais globalement, donc, il y a cette propriété familiale qui est un point pour nous très important. Par ailleurs, j'avais ma mère jusqu'en 2019, dont je m'occupais beaucoup à Paris. Donc on a toujours, en hiver, passé au moins 10 jours à Paris et le reste du temps au Levant. Mais c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps au Levant. Maintenant, on passe en hiver la moitié du temps au Levant et la moitié du temps dans l'Essonne. Oui. Et je pense que plus le temps ira, plus on passera de temps en hiver, peut-être ici. Et mon rêve, c'est de vendre le bazar. Oui. Parce que j'ai 62 ans, il va bien falloir que je prenne ma retraite un jour. Et qu'on passe peut-être pas le mois d'août au Levant, qui n'est pas le mois que je préfère, mais par exemple passer juin et septembre, octobre, qui sont des mois magnifiques. Et voilà, on répartira votre temps comme ça. Comme ça. Mais j'aime vraiment le Levant et c'est pas un endroit qu'on quittera. Je ne crois pas. Mais vous aimez partir pour mieux revenir. Est-ce que cette sensation de revenir sur l'île, c'est quelque chose qui est fort pour vous ou pas plus que ça ? Vous parliez de la traversée tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, lorsque j'étais vacancier, oui. Oui. Maintenant, ça m'est pas indifférent parce que c'est beau. Oui. Je me dis que j'ai beaucoup de chance, c'est mieux d'être là-dedans que d'être dans le bateau, même s'il y a la tempête, que d'être dans le RER. Ça vous est devenu plus familier ? Voilà, c'est devenu un peu, je pense, comme les Vénitiens qui prennent le Vaporetto quelque part. Oui. C'est un peu une habitude, une accoutumance. Ce qui est certain, c'est que le Levant, lorsqu'on est vacancier, vous quittez le Levant et l'année d'après, vous revenez et vous avez l'impression que vous l'avez quitté la veille. Ça, c'est une sensation que je souhaite que cette sensation perdurera. Malheureusement, l'évolution n'est pas toujours terrible. Le Levant, un certain nombre de propriétaires voudraient le rendre un peu plus luxueux. L'article fondateur, on l'a retiré du panneau à l'entrée du Levant. Autrefois, il y avait marqué Héliopolis. On va en parler de cet article et on va prendre le temps de le décortiquer ensemble. Je voulais juste vous demander, Michel, si vous deviez décrire un petit peu la géographie des lieux en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors, je reprendrai une expression de mon père, c'est un pays de chèvres. On ne cesse de monter. Et c'est un endroit qui est formidable parce que vous faites 3 mètres et le paysage change. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est vrai. Et vous faites la route à l'endroit et à l'envers et vous ne voyez pas la même chose du tout. C'est vrai. Et ça, c'est formidable. Ce qui est dommage, c'est que en fait, lorsqu'on arrive au Levant, le port n'est pas la partie la plus belle. Ça s'est arrangé, mais c'est pas la partie la plus belle. Et la montée de l'Egade, ça s'arrange également. Pendant très longtemps, c'était un peu les favelas du Levant. Et c'était le passage obligé des touristes. Et beaucoup de gens voyaient ça et s'arrêtaient à ces ruines qu'on voit un peu à gauche, à droite, des propriétés pas très bien entretenues. Là, ça s'arrange de façon très nette. Mais en dehors de ça, le Levant, c'est quand même... Je ne sais pas si vous avez vu un coucher de lune, enfin, ou la lune dans la passe des grottes. J'ai pas eu encore cette chance-là, mais là, c'est pleine lune, là, en ce moment, ça doit être magnifique. C'est magnifique. Quelle est la saison, je crois que vous l'avez un petit peu dit à demi-mot juste avant, la saison que vous préférez sur l'île ? Alors moi, j'ai 2 mois que je préfère. Oui. C'est fin mars parce que ça explose de fleurs. Oui. Et c'est fin octobre parce qu'il y a une espèce d'été indien. L'air est frais, mais la mer est encore belle et il y a une vraie douceur de vivre. On est loin des rumeurs. On est loin des rumeurs. Est-ce que vous avez un ou des endroits que vous affectionnez particulièrement au Levant ? Mon endroit favori, c'est la calanque du coup de l'épée ou ce qu'on appelle la piscine aussi, qui est au bout de la plage. Et j'aime également beaucoup la plage de la Galère, enfin les rochers de la Galère. Et les moines, parce que les moines, c'était là où adolescent, enfin à la fin de mon adolescence, je me baignais le plus souvent. Vous vous baignez encore, Michel, ou pas ? Vu mon travail, j'ai pas vraiment le temps. Vous n'avez pas vraiment le temps. Alors,
Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932 sur l'île du Levant, qu'ils ont découvert en 1930. Ils résument l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis, l'article 1, qui est un article auquel vous êtes très attaché, je crois, Michel. Héliopolis doit être, dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Héliopolis fête ses 90 ans cette année. Est-ce que pour vous, cette vision a toujours cours aujourd'hui ? Est-ce que l'esprit originel de ce qui est exprimé ici par les médecins d'Urville a été conservé selon vous ? Alors, la question est rude, parce que c'est une question qui est à l'origine de nombreuses tensions. On est dans un village gaulois ici, bien sûr. Mon mari et moi, nous avons toujours œuvré pour le naturisme. Alors, mon mari a œuvré beaucoup pour le naturisme, mais également pour le fait, la dimension nue dans le naturisme, pour laquelle je n'ai pas nécessairement œuvré plus que lui. Ceci étant dit, je l'ai toujours soutenu là-dedans. On était commerçants à cette époque-là, et prendre position nous exposait, c'est d'évidence. Chez nous, il n'y a pas de piscine. Oui. On est très attentif à l'eau. Dans l'Essonne, c'est pareil, on a beaucoup d'arbres, on est proche de la nature. Pour nous, le naturisme, c'est je me mets nu pour me respecter moi-même, c'est la définition du naturisme d'ailleurs, et respecter les autres, et de ce fait, respecter la nature qui m'environne. Bon, c'est schématique, hein, la définition est un peu différente, mais c'est à peu près ça l'idée. Et on est vraiment dans cet esprit-là. À partir du moment où on commence à construire des centaines de mètres carrés de terrasses en bois pour couvrir le maquis, à partir du moment où on met des spas, à partir du moment où on construit des piscines à outrance, on est très très loin de l'esprit des Durville. Je comprends, aujourd'hui il y a l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, mais l'électricité a amené les surpresseurs, il y a des forages qui ont permis de faire monter de l'eau très profond, mais cette ressource n'est pas inépuisable et on se comporte un peu comme des enfants, je trouve, à construire des piscines et des piscines en puisant sur nos ressources qui un jour deviendra saumâtre, et tous ces gens vont se retrouver avec des piscines qui vont remplir comment on ne sait pas. Et ça, c'est une espèce de course pour faire venir des touristes et les faire payer plus cher. Là, regardez les publicités qu'il y a sur les locations, les loueurs. Très souvent, on met en avant les piscines. Et de plus en plus souvent, on nous demande: est-ce que vos logements sont climatisés? Est-ce que vous avez des piscines? On a toujours résisté, on résistera toujours, parce que pour nous, on est loin du naturisme. Le naturisme, c'est être en harmonie avec la nature. Donc se baigner dans une piscine, on est quand même très très loin de l'harmonie avec la nature. Le plaisir, c'est être nu dans la mer. C'est pas être nu dans un bain de chlore. Bon, après que des hôtels et des piscines, moi je peux l'entendre, le Levant est pentu, c'est difficile d'accès pour bien des gens. Parfois il y a beaucoup de méduses. Et en règle générale, les établissements hôteliers sont assez généreux quand même et ouvrent leurs piscines au public. Alors, à vous écouter, et si on revient à la définition et à cet article 1 des Durville, est-ce qu'on peut parler, dans certains cas, encore de naturisme ? Pour moi, pas vraiment. Très clairement. Très clairement. Pas vraiment, et c'est un peu dommage parce que je pense... Alors, on a eu à un moment une vague de gens qui étaient clairement anti-naturistes sur l'île du Levant. C'est-à-dire qu'ils voulaient que tout le monde se rhabille et qui pensaient que c'était un effet de mode, le naturisme. C'était à quelle période, ça ? C'était il y a une quinzaine d'années. Oui. On a eu des vrais problèmes. Mon mari a été verbalisé 2 fois pour avoir été nu sur sa terrasse. Ça a fait un tollé général. Elisabeth Varet, qui était la présidente de la LN, pareil. Et la fédération nous a défendus. Et il y avait même une association, l'ADIL, l'association des Amis de l'île du Levant, qui est une association très ancienne, qui nous a enfoncés par rapport à cette idée de la nudité. Ils défendaient l'idée qu'on ne pouvait être nu que sur le bord de mer et que partout ailleurs on devait être habillé. Dans l'idée que se font les vrais naturistes d'aujourd'hui, la nudité fait partie intégrante du naturisme.
Et on est parti du principe que dans notre établissement, si les gens voulaient être nus, ils pouvaient l'être. Le Levant a une dimension très particulière. Vous avez l'obligation de naturisme, de nudité sur le bord de mer, Oui. mais le reste de la cité, vous faites comme vous l'entendez. Idéalement, on vous dit ce serait mieux de vous promener nu, parce que si les gens veulent être nus, plus il y a de personnes nues, plus vous vous mettrez nus. C'est ça un peu l'idée. Mais aujourd'hui... Mais il y a une tolérance. Oui, il y a une tolérance. Mais aujourd'hui, la nudité ne gêne plus. La nudité gênait sûrement vos parents. Je suis sûr qu'elle vous gêne beaucoup moins qu'elle ne gênait vos parents. Oui, mais moi j'ai grandi avec des parents dans les années 80 où les femmes enlevaient le haut. Et... Voilà. Mais oui, mais aujourd'hui en Bretagne, les femmes remettent le haut. Enfin, oui, exactement. Il y a un mouvement inverse. Oui. Néanmoins, la nudité ne gêne pas. Lorsque vous dites aux gens au téléphone qui veulent louer chez vous, est-ce que vous savez que le Levant est naturiste? Ah ben non. Donc êtes-vous naturiste? Non, mais ça ne me gêne pas. Donc la question est, est-ce que vous allez être nu chez moi ou est-ce que vous allez être habillé? Parce que si vous êtes habillé, c'est hors de question que vous soyez habillé au milieu de clients qui sont nus. Ça crée une gêne. Donc voilà. Mais ça ne me dérange pas de voir des gens nus. Oui, ça je comprends, mais... Est-ce que vous allez vous-même... Ça c'est une dimension de naturisme. Et il y a l'autre dimension, c'est cette frénésie de vouloir construire des choses de plus en plus luxueuses. Je pense que vous êtes promené sur l'île, vous avez vu le nombre de chantiers qui ont été faits. On est très très loin de la cité rustique, loin du confort et du... C'est spa, piscine, énorme maison. On essaye des balustres partout. Enfin, on est très très loin de l'idée des haies vives et d'un terrain continu. On a beaucoup de chance chez nous, au Dauphin, là où on habite, d'avoir des voisins qui sont encore dans cette idée-là et de ne pas avoir de barrière. C'est-à-dire qu'on a un terrain continu les terrains se fondent les uns avec les autres et la nature est à l'état brut. On l'entretient bien sûr. Et ça c'est formidable, je trouve. Et c'est l'idée du Levant. Oui. Donc il y a plusieurs formes. Alors du coup, est-ce qu'on peut les appeler naturistes? Mais aujourd'hui, il y a plusieurs idées. Moi, je suis pas là pour décerner non plus des brevets de bons ou mauvais naturistes. Non, mais c'est ça aussi le souci. Mais il y a différentes pratiques sur l'île aujourd'hui qui cohabitent et vous dites qui peuvent créer certaines tensions. Qui peuvent créer certaines tensions. Oui. J'aimerais que la génération qui vient, qui semble sensibilisée aux problèmes de la nature et donc qui est mûre pour le naturisme, trouve l'endroit tel que nous l'avons trouvé et tel que les d'Urville l'ont conçu. Et ce qui nous a enchanté. Qui était assez visionnaire d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui. Ils étaient extrêmement visionnaires. Pensez qu'ils ont ouvert un restaurant macrobiotique dans les années 30. Oui. C'était très avant-gardiste. Quand on voit l'urgence environnementale, on se dit que c'est un lieu d'expérimentation incroyable. Absolument, et ce serait dommage. On peut très vite écraser la chose. Les lentisques, tout ça, ça met des années à pousser. Le béton, une fois qu'il est coulé, c'est très difficile de revenir au naturel. Et c'est de notre devoir de veiller au grain et à ce que ça reste tel que. Est-ce que vous pourriez expliquer ce plaisir de vivre nu? Au-delà C'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est une sensation de liberté, c'est une sensation de... je sais pas comment vous dire. Vous parlez de... Alors, il y a certainement un plaisir physique, tout simplement. Là, il fait une chaleur intenable, on a les vêtements qui collent au corps. Exactement. Sentir l'eau sur soi, sentir les éléments sur soi, c'est quelque chose d'extrêmement agréable. Vous n'avez pas de vêtements qui vous serrent, vous n'avez pas de chaussures qui vous serrent les pieds. Et au-delà de ce plaisir-là, vous disiez tout à l'heure, en donnant la définition du naturisme, le respect de soi et le respect des autres. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin et expliquer cela? Je peux vous expliquer. Vous voyez, je suis un homme fort. Fort au sens premier et second du terme. Je suis gros. J'ai une stature un peu de bûcheron. Et si vous voulez, aujourd'hui... il m'arrive d'avoir des réflexions de la part de gens qui se disent naturistes, et ça, c'est pour moi exactement pas la démarche naturiste. On ne regarde pas un corps pour la forme qu'il a. On regarde les gens pour ce qu'ils sont.
Et ça, c'est la force du naturisme. Les vrais naturistes, vous verrez, il y a des personnes qui sont grosses, des personnes qui sont maigres, il y a des unijambistes, il y a des personnes qui ont des cicatrices, il y a des femmes qui ont eu parfois des opérations très invalidantes et qui ont le courage de se mettre nues. Et si vous voulez, je trouve que c'est une force. Et ça, voir ça vous met face à la réalité de la vie et ça vous permet de cheminer, de mieux se comprendre. Je crois. Oui, mais probablement, en étant face à la diversité, et ça permet d'ouvrir aussi, son regard sur soi et sur les autres, ça c'est certainement indéniable. En France, si je ne me trompe pas, les chiffres sont peut-être pas corrects, mais je crois que 2% de la population pratique le naturisme, à la différence de l'Allemagne par exemple, où la pratique est installée historiquement, où on compte entre 10 à 15% de naturistes. C'est donc une pratique assez confidentielle qui suscite parfois, sinon l'incompréhension, au moins la curiosité. Est-ce que vous avez fait l'expérience, alors peut-être sûrement pas ici, mais d'une certaine forme d'incompréhension et de curiosité de la part de proches ou amis, et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui ne comprennent pas cette pratique ? Alors, moi j'ai jamais été vraiment confronté à... Bien que d'une famille très traditionnelle, on a été assez ouverts les uns et les autres. Donc j'ai jamais été confronté à ce problème-là. Ceci étant dit, jeune, je n'en parlais pas. Oui. Je partais en vacances dans le Midi avec Bertie. Ouais, oui, ça c'est d'évidence. Vos parents ne savaient pas que vous alliez au Levant ? Mes parents savaient que j'allais dans le Midi, près du Lavandou, mais ils ne savaient pas exactement. Okay. Mais c'était une pratique d'un banal absolu. Ici, dans ce bazar, j'ai encore des centaines de cartes du Lavandou, de Port-Cros à vendre, parce que les gens envoyaient des cartes depuis le Lavandou pour faire croire qu'ils étaient au Lavandou. Ah oui. Parce qu'ils n'osaient pas dire où ils étaient. Mais même encore aujourd'hui, vous avez des personnes qui me disent « j'ai rencontré mon patron, ou j'ai rencontré un collègue de travail, j'ose plus sortir. » Et je dis « mais s'il est là, c'est il a la même pratique que toi, tout simplement. » Donc ça y est à l'aise. Et il y avait un espèce, par contre, de regard aigriard de la part des gens du Lavandou ou de Toulon lorsqu'ils voyaient un chéquier Île du Levant. C'est l'air « oh là là !» Mais jamais vous avez fait l'objet de... Non, mais j'ai vécu d'autres rebuffades par rapport à une homosexualité qui peut-être plus violente, à des choses plus violentes. Autrement plus violente. La communauté homosexuelle est présente sur l'île. Comment vous avez vu son évolution en une quarantaine d'années ? Alors, moi, j'ai connu deux communautés homosexuelles. J'ai connu la communauté homosexuelle des années 80, qui a été décimée par le sida, et qui était une communauté homosexuelle extrêmement festive, mais d'une façon différente. La communauté homosexuelle a beaucoup évolué aujourd'hui. Maintenant que l'homosexualité est installée, elle a adopté tous les réflexes d'une communauté ordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des classes sociales, très clairement. Il y a des classes physiques, le physique compte beaucoup plus. Dans les années 80, il y avait une vraie solidarité. Je pense qu'elle n'existe plus. Mais bon, c'est la vie, et puis le monde a évolué aussi. À un moment, j'ai eu peur qu'il y ait un vrai communautarisme qui s'installe, et ça m'aurait ennuyé, parce que le Levant, c'est quelque chose qui est destiné à être ouvert à tout le monde. On a eu la chance, nous, Bertie et moi, mais d'autres homosexuels, d'être accueillis à bras ouverts, enfin à bras ouverts. On nous a jamais fait aucune réflexion, on nous a toujours respectés. Et je pense qu'on doit respecter les autres, et l'idée de vivre en communauté, c'est pas une bonne idée, c'est pas une ouverture vers les autres. Et c'est un peu à l'opposé pour moi du naturisme. Mais je me trompe peut-être. Et aujourd'hui, du coup Alors aujourd'hui, tout dépend des périodes de vacances, mais ça a toujours été comme ça. Le mois d'août est un mois très festif à tous les sens du terme, où parfois il y a des débordements, vraisemblablement, où on confond un peu tout. Mais vous savez, aujourd'hui, le mot naturiste parfois est très galvaudé. On parle de soirée naturiste dans des... Alors qu'il s'agit d'autres choses, nudistes, du nudisme libertin par exemple. Il peut y avoir de la confusion. Il y a une vraie confusion. Vous avez des sex clubs qui parlent de soirée naturiste. Alors que c'est pas l'esprit du tout. Non, c'est pas naturiste. Non. Ça ne me dérange pas, peu importe. Mais il faut appeler un chat un chat. Bonne formule.
Suzanne Zeiser, ancienne directrice d'école installée au Levant depuis 1977, disait « La nudité était évidemment pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. À 86 ans, elle concluait sereinement « Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport à la nudité et au cheminement que la pratique naturiste demande ?» Alors Suzanne Zeiser, je ne peux être que d'accord avec ça. Suzanne Zeiser, c'était un peu une tante pour moi. Malheureusement, c'est moi qui ai dû appeler les pompiers pour la faire évacuer du Levant. Donc elle est morte la même année que ma mère. Ouais. Oui, c'est récent, hein, 2019, je crois. On sent l'émotion, Michel. Ouais. Quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié, aimé. Ouais. Donc ces paroles, forcément, vous parlent. Cette idée d'un cheminement, parce que vous dites que vous êtes... C'était une femme extrêmement... Suzanne Zeiser avait sa table sur la terrasse du bazar, et quelqu'un lui avait trouvé un morceau d'écorce d'arbre et avait marqué la table des philosophes. Et elle avait comme compagnon sur cette table Jacques Salomé, par exemple, que vous devez connaître. Oui. Elle avait un certain nombre de personnes, et c'était toujours intéressant de les entendre parler. Et Suzanne Zeiser avait une vraie expérience. C'est une femme qui avait beaucoup souffert de la dernière guerre parce qu'elle était alsacienne. Elle avait perdu son père jeune et elle avait décidé de ne pas avoir d'enfants alors qu'elle les aimait beaucoup. Elle était comment on appelle ça ? Institutrice. Oui. Et elle a été directrice d'école maternelle. Et la nudité, lorsqu'elle en parlait, ça a été la première à prendre notre défense lorsqu'on a défendu le naturisme et lorsque mon mari s'est fait verbaliser. Et parfois, elle avait le droit, à des réflexions sur le fait comment une femme de votre âge, avec le corps d'une femme de votre âge, peut-elle oser encore être nue ? Même ici ? Oui, bien sûr. Il y a eu ce regard, bien évidemment. Il y a eu ce regard ici, bien sûr, on ne peut pas le nier. Ce serait un moment désagréable du Levant. Vous faites une bonne transition parce que justement, je voulais vous demander, en fait, aujourd'hui, à l'heure où la nudité, elle est soit érotisée, soit elle provoque un malaise. Alors, je ne parle pas au Levant, mais vous me dites quand même qu'il peut y avoir parfois des réactions qui sont les mêmes que de l'autre côté sur le continent. Voilà, soit érotisée, soit elle peut provoquer un malaise, voire le scandale. On le voit aujourd'hui, les tétons qui sont camouflés sur Instagram, sur les réseaux sociaux par exemple, les jeunes filles qui montrent un peu trop leur ventre à l'école et qui sont montrées du doigt. Soit cette nudité, en évoquant l'exemple que vous citiez avec Suzanne Zeiser, elle est invisibilité quand elle n'est pas celle d'un corps jeune et rentrant dans les normes. Quelle vision de la nudité offre l'île du Levant ? Dans cette société. Alors pour moi, très clairement, la nudité n'a rien de vulgaire. Alors que certains vêtements peuvent être extrêmement vulgaires, même s'ils cachent. On est d'accord. Parce qu'ils montrent davantage. Parce qu'ils montrent davantage et parce qu'ils montrent de façon vulgaire les choses. Un corps nu n'est pas un corps spécialement érotique. Il n'y a rien à découvrir. Tout est sous les yeux déjà. Ce que je sais, j'ai été coupé sur Facebook parce que j'avais mis une carte postale du bazar où on voyait une femme, les seins nus, sur l'ancienne Jeep du bazar. Oui. Et je l'avais mis, ça faisait partie des cartes qui illustraient mon commerce. Mais c'est une carte qui a été vendue, enfin il n'y avait aucune censure à mettre. Ça m'a valu d'être interdit de Facebook pendant je ne sais pas combien de jours. Mais parce que les réseaux sociaux sont très... Oui, mais pour ça, les réseaux sociaux sont terribles. Ils sont... Oui, alors qu'on voit de tout et n'importe quoi sur Internet. Oui. Mais bon, c'est l'ironie de la situation. Sophie Fontanelle, dans son livre Capitale de la douceur, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, qui est sorti l'année dernière aux éditions Segers, elle raconte l'histoire de son séjour sur l'île du Levant. Vous l'avez peut-être croisée d'ailleurs quand elle est venue. Pas à ma connaissance. Elle raconte comment sur cette île, elle va se mettre à nu au sens propre comme au figuré et se faisant faire l'expérience d'une certaine forme de réconciliation avec son corps. Elle raconte notamment les violences qu'elle a subies, entre autres un viol à l'âge de 15-16 ans. C'est comme si finalement
la réponse face à la violence pouvait être tout simplement la douceur. Est-ce que le Levant, cette terre qui est souvent décrite comme une terre de liberté et de tolérance, est selon vous un lieu où s'expriment plus facilement les vulnérabilités, un lieu possible de réparation, de réconciliation avec son corps ? Alors pour moi, oui. Lorsqu'on est face à face avec le paysage, oui, sûrement. C'est un endroit serein. Cette dimension spirituelle que vous citiez toujours, tout à l'heure. Ouais, toujours, vous y revenez. Ouais. Toujours. Et c'est pour ça que finalement, je suis très très heureux en été de voir le Levant vivre, parce que c'est très agréable d'avoir cette vie, cette joie, parce qu'il y a une joie de vivre quand même. Oui. On en a besoin. Moi, je ne suis pas un ermite, mais on est dans une autre dimension. En hiver, on est seul, et on ne cherche pas plus de contact que ça. Enfin, c'est comme ça. Et moi, je sais que ça m'arrive de passer des heures à regarder ce paysage et à ne rien avoir envie de faire d'autre que de regarder ce paysage et à penser. Voilà, mes pensées. Une forme d'apaisement. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Revenons à des choses plus terre à terre. Allez-y. Quel rôle joue Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'en ai pas beaucoup entendu parler au Levant, mais quel rôle joue la Fédération française du naturisme au Levant et quel lien les Levantins entretiennent avec elle ? Alors, pour moi, la Fédération française du naturisme, c'est un élément, un organisme indispensable pour protéger le naturisme. J'avais d'ailleurs créé une association pour vendre des licences de la Fédération française du naturisme. Elle est très décriée au Levant par bien des gens. Alors, j'ai réfléchi pendant longtemps pourquoi les Levantins n'aimaient pas cette fédération, et je pense en fait que, je me trompe peut-être, c'est mon analyse personnelle, et elle vaut ce qu'elle vaut. Les Lecoq sont à l'origine de la Fédération française du naturisme. Les Lecoq, c'est Montalivet. Et Montalivet, ça a été créé à peu près en même temps que le Levant, un peu plus tard. Et je pense qu'il y avait une espèce de... Rivalité ? Pardon ? Rivalité oui, avec les part. Durville ? Je pense, je me trompe peut-être, mais c'est ce que je pense. Je me trompe peut-être. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on a des problèmes, la seule institution qui puisse nous soutenir, nous épauler, et qui l'a fait, et qui l'a fait avec vraiment beaucoup de force, c'est la Fédération française du naturisme. Si aujourd'hui on peut être nu partout sur l'île du Levant, c'est grâce à la Fédération française du naturisme. Il ne faut pas l'oublier. C'est elle qui nous représente, et c'est important d'adhérer, parce que le nombre d'adhérents donne une visibilité au ministère, aux politiques qui nous gouvernent. La Fédération française du naturisme est affiliée à la Fédération internationale du naturisme. Donc je pense que cette fédération, bien des Levantins ont tort de vouloir la mettre de côté. Les gens pensent que la fédération doit nous donner quelque chose. Elle ne nous donne pas quelque chose. C'est une institution qui nous protège. C'est un peu comme, je sais pas, le Vatican par rapport à l'Église. Le Vatican, il n'est pas là pour donner, il est là pour représenter. C'est un grand écart que je fais, mais c'est un peu cette idée-là. Alors que les gens voudraient que la fédération donne, je sais pas quoi, des crayons, des machins. C'est pas ça. C'est pas ça la fédération de naturisme. Et quand vous dites elle protège, est-ce que vous avez des exemples dans lesquels... Oui, j'ai un exemple très concret. Lorsqu'on a créé cette association, on a demandé à joindre le maire parce que l'ancien maire, M. Politi, était prêt à changer l'arrêté municipal et à permettre la nudité partout sur l'île du Levant, parce qu'il y avait des pugilats, ça créait des tensions. Il avait dit, vous passez en assemblée générale, vous faites un vote en assemblée générale, si l'ensemble des copropriétaires sont d'accord pour qu'on modifie l'arrêté municipal, je le ferai changer. Il se trouve que la mairie a changé en cours de route. La même année où on a voté ça, le syndicat a changé. Il n'était pas du tout favorable au naturisme. Et la mairie, la municipalité a changé au printemps suivant. Donc en fait, l'arrêté municipal n'a jamais été changé. Et on a recommencé à venir nous ennuyer sur nos terrasses. Et on a demandé, on avait des pétitions, les associations ont demandé à être reçues par le maire, elles ne l'ont jamais été. Elles n'ont été que lorsque la fédération a demandé d'être reçue avec les associations. Et là, on a été entendu par la mairie.
les associations seules ne peuvent rien. Elles ont besoin de la fédération. C'est indispensable. Et il y a une instance aujourd'hui représentative au Levant de cette fédération. Enfin, Elle est représentée officiellement par la DIL, elle est représentée officiellement par toutes les associations naturistes. Oui. Mais dans l'association que j'avais créée et que j'ai quittée à cause de ça d'ailleurs, il était inscrit dans les statuts que pour pouvoir adhérer à cette association naturiste, il devait être impératif que l'on adhère à la fédération. C'était la condition sine qua non. Et il m'a été dit par quelques personnes que la cotisation représentait une somme importante, c'est pas si important que ça, et donc ils préféraient garder cette somme pour reconstruire des dalles ou faire je sais pas quoi. C'était un peu ça l'histoire. À côté de l'identité naturiste, la vocation militaire de l'île s'exprime un peu comme un paradoxe, car le Levant est aussi un site stratégique de la force de dissuasion militaire française. Ils sont réalisés des essais de missiles et autres torpilles pour le compte des armées de l'air, de terre et de mer. Comment vous vivez cette cohabitation à l'année ? On la vit très bien, dans la mesure où c'est une aide en fait. Ouais. D'abord, il n'y a pas de construction. Oui, c'est une protection. C'est une protection. Il y a des pompiers à temps plein. Oui. On est isolé en mer, mais on a quand même un service sanitaire juste à côté de nous. Rien que ça. C'est pas rien. Et sachez, je ne sais pas si on vous en a parlé, qu'il y a une vingtaine d'années, des diamantaires avaient envisagé de racheter toute la partie militaire pour faire un magnifique golf et un complexe de luxe. L'ensemble des commerces avaient signé des compromis de vente. On vous a jamais parlé de cette histoire. L'ensemble des commerces avaient signé des compromis de vente. Et seul le minimum avait été acheté par ces fameux diamantaires. Et Philippe Fourneau, ayant eu vent de l'affaire, est allé voir l'Amirauté et a fait mettre fin à cette idée farfelue, mais qui n'était pas si farfelue que ça, puisqu'il y avait déjà des plans qui étaient mis au point. Oui, donc quand on parle de protection du territoire, de sa Absolument. constructibilité, c'est pas rien du tout. Pas rien du tout. Non, c'est pas rien. Un syndic peut être très influent et peut changer la face du Levant. Vous entendez parfois les essais militaires quand ils sont réalisés ? Lorsqu'il y a des tirs, oui, bien sûr. C'est impressionnant ? Non, c'est des coups de canon. Hein. Vous avez déjà visité ou pas cette partie ? Alors j'ai visité la base, ça m'intéressait de savoir à quoi ressemblait l'île sur laquelle j'habite quand même beaucoup. Ouais. Du coup, la base militaire, vous avez pu aller à... Alors on nous a fait visiter ce qu'on voulait bien nous faire visiter. Oui. Hein. On a été jusqu'au phare du Titan, on nous a montré un pas de tir, on nous a montré les petits avions à réaction et les avions à hélice qui tirent des cibles. Ouais. Mais tout ça je pense qu'il y a des choses beaucoup plus secrètes que vous n'avez pas montré. Et il y a surtout le cimetière oui. du Levant qui est ouvert une fois par an, c'est ça ? Alors qui est ouvert une fois par an ou sur demande pour les familles qui ont quelqu'un qui est enterré là-bas. Oui, uniquement. Est-ce qu'il y a une petite frustration d'avoir ce terrain si proche qui est inaccessible ou presque ? Non, pour moi c'est pas du tout une frustration. Je trouve que c'est sûr que si j'étais un grand marcheur et que j'avais du temps à consacrer, j'aimerais bien. Il y a une frustration sûrement du fait qu'on n'a pas accès à l'ensemble de l'île, à toutes les plages. Ce qui était le cas des anciens Levantins. Oui. Et tous en parlent avec beaucoup d'émotion. Mais comme j'ai toujours connu le Levant tel qu'il est, non, ça me... S'agissant de la vie insulaire, on dit souvent qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait selon vous sa particularité en termes d'espace, de temporalité, de géographie, de vie en communauté aussi peut-être ? Alors la vie en communauté, en ce moment, elle change beaucoup parce que les Levantins changent. Et puis je vieillis, mon mari vieillit, donc on n'a vraisemblablement pas les mêmes attentes. Ce que je sais, c'est que lorsque la dernière navette s'en va et qu'on se retrouve seul sur cette île, lorsqu'il y a des tempêtes, c'est à côté un peu fascinant de se dire qu'on est coupé du monde sur ce morceau de caillou battu par les vagues et le vent. Mais on a sait très bien qu'on l'image. n'est pas non plus perdu. Oui. Donc, toujours un peu relié quand même. Toujours un peu relié. Il y a un côté enfant qui revient. Oui, le côté cabane, cocon, voilà, on exactement. y revient, quoi. Refuge. Ouais, mais je crois qu'il y a quelque chose de ça. Hein. Les gens qui arrivent ici cherchent un petit peu de ça, je crois. En plus de 40 ans maintenant, comment vous avez vu l'île évoluer ? Alors, lorsque j'étais touriste, j'ai vu arriver l'électricité. Ouais. Et c'était une grande tristesse pour moi. Fini les lampes à gaz, fini la pompe Japy. Bon. Une nostalgie de cette époque. Une nostalgie, ouais. oui, bien évidemment. C'est d'évidence parce que moi, ça me renvoyait à mon enfance en Afrique. Ouais.
Et ça, je savais que la civilisation allait changer les choses. Il y a une autre dimension que n'avaient pas senti et pressenti les Levantins, c'est qu'à partir du moment où l'électricité est arrivée, il y a eu des télévisions, il y a eu des réfrigérateurs, il y a eu des congélateurs, et la vie qui se passe, qui était une vie sociale qui se passait sur la place du village ou dans les restaurants, parce que c'était là qu'il y avait de l'électricité, Oui, est retournée dans les maisons. dans les maisons. Ça, on me l'a dit, que Et, l'électricité ça a avait... complètement changé la donne. C'était vraiment en effet, comme vous l'exprimez bien, les commerces, les restaurants étaient des lieux de rassemblement Oui. des Levantins, et l'arrivée de l'électricité a fait Complètement changé la donne. Oui, et puis vous êtes arrivé vraiment, l'électricité est arrivée en 89, c'est On est ça. arrivé Donc, la première année, 79, 80, en 80 la première année. Oui, mais donc L'électricité c'était en est arrivée, 80, 10 ans après, donc vous avez pu vraiment vivre vraiment, la rupture. On a vu la différence. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans le Levant des années 80 ? Je peux pas comparer le Levant des années 80 avec le Levant d'aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai indiqué, le jour où mon mari a décidé de travailler ici, on est passé d'un lieu de vacances à un lieu de travail. Oui. Et on n'est pas du tout dans la même dimension. Oui. On n'a pas les mêmes rapports avec les gens. À partir du moment où vous êtes commerçant, le rapport change, qu'on le veuille ou non. Mais vous avez une nostalgie de cette période un peu anonyme où le Levant était vraiment un lieu de vacances ? J'ai une nostalgie certaine d'un Levant qui était beaucoup plus convivial, de façon certaine, qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a toujours eu des tensions, parce qu'on est un village, mais aujourd'hui les tensions sont extrêmement violentes. Mais on est dans un monde violent. Les réseaux sociaux sont une espèce de caisse de résonance monstrueuse, et les gens, derrière leurs écrans, parfois, se lâchent. Et je pense parfois que leurs propos dépassent largement ce qu'ils voudraient dire. On les a blessés parfois. Moi, je sais que j'ai eu des problèmes avec un certain nombre de personnes pour les avoir blessés, sûrement. Et c'était pas nécessairement en ayant envie de les blesser, mais parce que parfois, lorsqu'on a envie de défendre son point de vue, on peut avoir des mots qui tranchent, pas qui dépassent sa pensée, mais qui sont peut-être pas formulé assez adroitement. Je ne suis pas un homme très diplomate, malheureusement. J'aime bien dire les choses telles que je les ressens. Et je suis Verseau et je suis donc assez idéaliste. Et j'aime bien que mon idéal vive. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, je comprends très bien. Quels sont pour vous, du coup, les grands enjeux du Levant dans les années à venir ? Le grand enjeu du Levant dans les années à venir, c'est que les nouveaux Levantins, à un moment, face à ce qu'ont fait tous les Levantins qui arrivaient, daignent se poser, réfléchir et se dire, c'est pas aux Levantins de s'intégrer à nous, mais c'est à nous de nous intégrer au Levant et d'apporter notre pierre. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que les Durville ont construit un bâtiment, enfin des fondations, et puis il y a eu des générations successives qui ont continué à mettre des briques là-dessus. Et on a une génération aujourd'hui qui, au lieu de continuer à mettre des briques dessus, construisent, comme vous savez, le garage qu'on construit à côté de sa maison sans fondation et qui s'effondre parce que justement il n'y a pas de fondation. Et si vous voulez, on ne peut pas faire table rase du passé. On ne peut pas faire table rase de l'article numéro 1. On ne peut pas faire table rase d'un commerce qui a évolué. On ne peut pas faire table rase des efforts que certains ont faits. On peut pas. On est obligé de. Le bazar, pour moi, il a été fait par la famille Druard, par les gérants de la famille Druard, par M. Piguet, par tous ces gens qui ont eu le courage, à un moment où il n'y avait pas d'électricité, de tenir ce commerce, lorsqu'il y avait des tempêtes, c'était pas toujours évident. Ces femmes qui ont eu des enfants ici sans électricité, vous imaginez ce que c'était, pas de machine à laver, et à l'époque c'était des couches en tissu. Ça, c'est une réalité. Il y avait un restaurant ici, nettoyer les tabliers blancs des maris cuisiniers, ça ne devait pas être évident. Tout ça, il y a eu un vrai labeur, il y a eu des vrais efforts qui ont été faits. Et les gens ont tendance aujourd'hui à prendre l'endroit parce qu'ils le trouvent beau, on a des vues de milliardaires, c'est vrai, et à faire table rase du passé. Je m'installe, pouf, je pose mes affaires comme je le veux, et puis si t'es pas content, de toute façon c'est comme ça et pas autrement. Vous craignez que cette mémoire soit balayée et cette histoire. L'article 1, numéro 1 n'a plus lieu d'être. Lorsqu'on m'explique que ce qu'on a pu faire pour le bazar n'a aucun sens maintenant.
Lorsque je vois toutes ces piscines qui se construisent, alors qu'il y a des arrêtés municipaux qui interdisent la construction de piscines, qu'on sait que la ressource en eau est rare et de plus en plus rare, comment peut-on se dire naturiste et construire des piscines où on met du chlore dedans, on a besoin d'électricité pour la faire tourner, et en même temps on va vous imposer des véhicules électriques. On marche sur la tête aujourd'hui. Et comment faire alors, Michel ? Quel serait vous auriez pense les mains libres. Je pense que j'attends avec impatience le jour où les gens qui ont construit toutes ces maisons un peu luxueuses n'auront plus d'eau au robinet. Ah, oui, ça peut être une réalité. Face à leur réalité. Le jour où le câble qui a été prévu pour une certaine consommation électrique ne pourra plus fournir l'électricité et on aura des coupures d'électricité. Là, les gens seront obligés de se poser une vraie réflexion. Être au pied du mur, quoi. Là. Ouais. Et je pense que la pire des choses qui pourrait arriver aujourd'hui, paradoxalement, c'est qu'on nous amène l'eau courante parce que cette réflexion ne se posera pas. Et on aura le même effet qu'avec l'électricité, avec l'eau courante, malheureusement. Alors que ce serait effectivement un vrai confort. J'ai très peur le jour où l'eau courante arrivera, que le Levant perde complètement son identité. Vous voyez bien que Porquerolles est très différent de Porquerolles. Et Porquerolles ressemble plus au Levant, mais pas construit. On a une plus grande proximité. On est des jumeaux quelque part. Oui. Et on s'entend très bien. Les commerçants levantins s'entendent il y a une globalement proximité bien. Aussi géographique. Une vraie proximité. Oui. Enfin, il y avait une vraie proximité parce que je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui avec les nouveaux commerçants. Mais vous connaissez bien Porquerolles ? Porquerolles, oui, je connais bien et je connais les commerçants de Porquerolles, bien sûr. Et si vous deviez trouver un qualificatif pour Porquerolles, vous connaissez un petit peu aussi ? Pas du tout. Donc on va rester sur Porquerolles et le Levant. Si vous deviez choisir pour l'une et l'autre un seul qualificatif, comment vous les définiriez ? Au Levant, tout est permis, à Porquerolles, tout est interdit. Celle-ci, vous l'aviez déjà en tête, je crois. Ah non, mais c'est tellement évident. Histoire de parc, histoire de... Les histoires du parc, on retire les chats et puis on introduit des chats administratifs. Enfin, c'est hallucinant la façon dont ça fonctionne. Moi, j'aimerais pas du tout qu'on devienne... qu'on soit sous la coupe du parc. Ça, c'est d'évidence. Voilà, c'était ma question. Les Porquerolliens en souffrent beaucoup. La situation en association syndicale libre vous convient ? Avec ses limites sur certains points certainement. L'association syndicale libre me convient. Je pense malheureusement qu'il faudrait qu'on ait un syndic professionnel aujourd'hui. Ça, c'est pas du tout l'unanimité au Levant. Parce qu'on est une société qui se judiciarise de plus en plus. Et qu'il y a des responsabilités que ne peuvent pas prendre aujourd'hui un syndic qu'aurait pu prendre autrefois le syndic. Quelle est votre définition du Levantin, Michel ? Le Levantin, il n'y a pas un Levantin. Nous sommes tous Levantins à notre façon. C'est quelqu'un qui aime la nature. Si je devais définir le Levantin, c'est quelqu'un d'abord qui aime son île, qui aime la nature, qui respecte son île. Que dire de plus ? Le Levantin, c'est quelque chose de... Il faut être Levantin pour comprendre ce que c'est qu'un Levantin, non ? Il faut déjà venir passer quelques jours pour sentir l'esprit de cette île. Quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Alors, c'est l'image de Portman que je vois depuis ma maison. Ah, magnifique. Donc, ce regard sur Porquerolles. Voilà, exactement. Ouais, très belle vue. Si l'île était un son, quel serait-il ? C'est un chant de sirène. Un chant de sirène, ouais. Une odeur. Romarin. Ouais. Et une saveur pour terminer. Je suis incapable de vous dire. C'est indéfinissable. Vous donnez envie de venir ici, Michel. Merci beaucoup pour votre sensibilité, votre générosité. Merci. Non, mais il n'y a aucune générosité. Je vous remercie de faire vivre notre île. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. À vous. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.